9h18 sur TV Finance et comme chaque vendredi, Eric Galliec, président de Valcan Expertise, est avec nous pour nous apporter ses conseils et revenir sur commenter l'actualité économique de la semaine. Bonjour à vous. Bonjour Roselyne. Alors Eric, on va donc essayer d'y voir un petit peu plus clair et on va tout d'abord se pencher sur le bilan de la semaine. En résumé, même trajectoire pour le cours des actions européennes et américaines et une paire euro-dollar stable. Exactement, on est toujours dans une logique de consolidation, de légère baisse des marchés cette semaine, moins 0,7% environ sur les actions européennes et américaines. Donc même performance effectivement et grande stabilité de l'euro sur la semaine comme sur l'année, puisqu'on est quasiment sur le même niveau depuis une année. Donc finalement grande stabilité sur le change. Toujours 1,18, c'est ça? 1,18, on est vraiment là-dessus, plus ou moins de 3 centimes sur l'année, donc en fait quelque chose de très stable. Alors Eric, on va s'arrêter sur la conjoncture économique américaine qui résiste, et notamment face à la menace des variants du Covid-19. Et ça, deux indicateurs sont venus le confirmer. Oui, cette semaine, hier et avant-hier, on a eu donc deux statistiques qui étaient plutôt très surprenante par rapport au consensus. C'est ça qui est important de dire, c'est-à-dire que les économistes ne s'attendaient pas du tout à ce que les ventes au détail donc augmentent de 0,7% au mois d'août. Elles avaient baissé d'une façon importante au mois de juillet. On s'inquiétait, on imaginait une baisse au mois d'août, et en fait, les ventes au détail ont remonté. Donc c'est quelque chose de bien sûr positif. On a eu aussi un indicateur d'une Fed régionale, donc le Philly Fed, comme on l'appelle, qui reprend donc les indicateurs avancés de la Banque de réserve de Philadelphie, qui aussi était bien supérieur à ce qu'anticipaient les analystes, les économistes du consensus. Donc ces deux bonnes nouvelles semblent nous indiquer que l'économie américaine peut-être souffre moins que ce que l'on craint des variants, et c'est bien sûr une nouvelle positive. Alors, beaucoup moins réjouissant. Du côté de l'Asie, la faillite annoncée d'Evergrande. Alors, Evergrande, c'est ce géant immobilier, le troisième groupe immobilier chinois. Ça pourrait avoir, donc ce défaut, cette défaillance pourrait avoir un effet domino. Expliquez-nous. Alors, la crise d'Evergrande, elle est connue, elle est quasiment inscrite. Enfin, c'est un secret de polichinelle. Ce groupe est en train de faire défaut. Il l'a annoncé quasiment, et on attend en fait la réaction du gouvernement ou de la Banque centrale. C'est effectivement un groupe très endetté. On parle de 300 milliards de dollars d'encours. C'est quand même quelque chose d'important. Et c'est le deuxième ou troisième groupe immobilier chinois. Ça nous rappelle d'autres souvenirs de crises immobilières, parce que les crises immobilières sont souvent l'origine de crises économiques ou de crises financières. Les subprimes, bien sûr, en 2008, mais on peut remonter dans les années 80 avec les junk bonds de Michael Milken à l'époque. Donc la roue tourne, ça se passe en Chine, et c'est vrai que ça se joue d'heure en heure. Ça va très très vite. Le leader chinois de l'immobilier a vu son cours chuter d'une façon très importante, de l'ordre de 10% hier, donc ça va très très vite. Il faut que les autorités interviennent pour limiter l'impact négatif sur le secteur immobilier et de la construction, qui sont très liés. Donc on attend ce que va faire le gouvernement chinois très vite, on l'espère. Sinon, ça pourrait créer une réaction en chaîne particulièrement difficile pour la Chine et pourquoi pas pour l'ensemble des marchés financiers. Donc l'État chinois vraisemblablement à la rescousse. On va retenir aussi que l'industrie européenne continue de souffrir, et là encore, ce sont la pénurie de composants électroniques, les fameux semi-conducteurs, qui en sont la cause. Exactement, on a pas seulement les semi-conducteurs, beaucoup d'intrants, comme on dit, dans l'industrie. On a parlé du bois, par exemple, aussi. Il n'y a pas que les semi-conducteurs et l'industrie automobile. Ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, on a eu une quantification. On considère que l'industrie a perdu 4% de production à cause donc de ces problèmes d'offres, et c'est quelque chose de nouveau auquel on n'est pas habitué. On parle beaucoup de problèmes de demande. Si l'économie ne va pas bien, c'est parce que les gens ont pas assez d'argent à dépenser. En fait, là, c'est un problème d'offre, c'est un problème donc de disponibilité des composants, et c'est quelque chose qui pourrait durer encore plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Donc c'est un élément qui est plutôt négatif
au registre des entreprises, au chapitre des entreprises, et c'est bien sûr quelque chose qui pourrait affecter les résultats futurs des entreprises. Pour l'instant, tout se passe bien, mais c'est un élément donc négatif. Une crise à long terme, quoi. C'est parti pour durer. Éric, on va revenir également sur l'OPA qui a agité la semaine, l'OPA annoncée de Vivendi sur Lagardère. Alors là, on peut le constater, ce sont les bonnes vieilles méthodes qui fonctionnent. Alors oui, dans cette OPA, finalement, qui n'étonne pas grand monde en quelque sorte, puisqu'on savait que M. Bolloré avait des vues sur le groupe Lagardère, et notamment sa partie édition, Editis, et c'est pour cela donc bien sûr il lance l'OPA après avoir repris les parts de Amber. Oui, bon, l'histoire elle-même, bon, c'est une histoire classique entre guillemets, mais plus globalement ça montre que les OPA sont toujours au rendez-vous, qu'elles peuvent se déclencher. Il y a beaucoup de situations, pas forcément comparables à celle-là, mais d'entreprises qui sont très peu chères et qui pourraient être effectivement dont le contrôle pourrait changer. Alors, moi je pense à une entreprise comme Atos par exemple, qui dont le cours est vraiment extrêmement bas. On parle de groupes de private equity pour le racheter éventuellement. Il y a beaucoup d'exemples comme ça en fait de sociétés qui pourraient être l'objet d'OPA, qui sont d'autant plus facile que le coût de l'argent reste extrêmement faible, que le coût du capital est extrêmement bas, et que de nombreux fonds de private equity sont toujours présents. Donc c'est un élément plutôt positif pour les scénarios de marché. Donc on va récapituler. Quelle est votre note de la semaine ? Alors cette semaine, on a une note neutre, donc une sorte d'égalité entre, je dirais, ce qui provient de l'économie, qui est favorable par rapport donc, à la conjoncture des États-Unis, ce qui est favorable aussi sur ce que je viens de dire par rapport aux OPA qui animent toujours les marchés et les entreprises, et puis le côté négatif, c'est les pénuries du côté de l'offre et le risque Evergrande qui est en train de se réaliser. Donc au total, ça fait une actualité neutre, 0 cette semaine. Et donc avec tous ces paramètres, toutes ces clés que vous venez de nous offrir, quelles sont vos recommandations d'investissement ? Alors, on a calibré nos recommandations suivant différentes bornes. Donc, on est juste aujourd'hui sur une borne très sensible qui est 6680 points environ, qui correspond d'ailleurs à un seuil technique important, qui est la moyenne mobile 3 mois, je crois. Et on est juste un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Et c'est vrai que si on dépasse trop rapidement ce seuil, nous, on sera plutôt en sous-pondération. Et si on est un peu en dessous, ce qui est le cas actuellement, à 10-20 points près, donc c'est vraiment l'épaisseur du trait, on est plutôt investi. Donc aujourd'hui, nous sommes plutôt investis sur les actions en profitant de toute baisse pour, je dirais, augmenter les positions et à 1% près aussi à donner du papier, mais en tout cas on est investi. C'est noté, merci beaucoup Éric Galliègue pour vos conseils avisés. Tout de suite après la pause, on sera en plateau avec Philippe Béchade et ce sera donc l'interview Éco.